Notre sujet est donc la gestion des conflits. Un sujet présenté par Noémie Gibet, Johanna Gaspérin, Marion Bastit, Antonin Delmas et Théo Barrier-Crine. Un système de valeurs, ça représente, comme c'est dit, des valeurs. Les valeurs, on en a tous, mais elles vont toutes être différentes d'un individu à un autre. On peut retrouver différentes définitions qui sont données de ce qu'est une valeur, et celle qui est la plus importante, c'est que nos valeurs, c'est l'élément le plus stable que l'on va retrouver dans notre personnalité. Ça va vraiment être le socle de notre confiance. C'est vraiment comme quand on marche, on a notre squelette pour marcher, et au niveau de notre personnalité, pour avancer, on a besoin de nos valeurs. C'est hyper important de ne pas séparer les valeurs et les croyances. Les croyances, ça va vraiment venir représenter toutes les hypothèses que pour nous, on croit vraies. Donc ça veut dire qu'on ne va pas tous penser la même chose. Ces croyances, ce sont vraiment des représentations subjectives que nous allons donc penser vraies, que ce soit sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Nous allons donc maintenant aborder deux notions essentielles, les représentations et les visions du monde. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une représentation ? Eh bien, elle désigne l'image qu'un individu se fait du monde. On ne doit pas confondre cette notion avec la notion de vision du monde, qui, elle, désigne l'ensemble des représentations physiques et sociales qui orientent l'action des individus. Mais alors finalement, quel rôle jouent-elles ? Eh bien, ces deux notions sont en lien avec nos valeurs. Elles vont donc avoir une importance dans nos décisions de choix de vie et nous influencent également dans notre quotidien. Il est également important de souligner que nos représentations ainsi que nos visions du monde sont subjectives et qu'elles varient donc d'une personne à une autre puisque nous ne voyons pas les choses de la même façon. Nous allons maintenant voir comment les acquiert-on. Elles nous permettent chacun à notre manière de définir ce qui nous est tolérable ou au contraire inacceptable. Les représentations, tout comme les visions du monde, varient d'une personne à une autre et nous les construisons tout au long de notre vie par notre éducation, donc bien généralement par la famille, mais également par notre cercle social, c'est-à-dire nos amis, mais également tous ceux que nous côtoyons tout au long de notre vie. Une discrimination, c'est l'action de séparer deux êtres selon plusieurs critères. Ils peuvent être ethniques, politiques ou religieux. Un cliché, c'est un stéréotype. Les plus usuels sont ceux qui opposent les hommes et les femmes. Par exemple, on dit souvent que les hommes conduisent mieux que les femmes, on sait que c'est faux et pourtant ce cliché continue à être véhiculé. Les conséquences de ces clichés et discriminations en société ou dans un système en tout cas, c'est la mise à l'écart de ces individus parce qu'ils ne correspondent pas à la norme, ils sont différents et donc ils ne sont pas intégrés. Dans une entreprise, ces discriminations feront que pour un même poste, une femme pourra être moins payée qu'un homme, ou alors certains postes seront réservés aux femmes, le poste de secrétariat par exemple. Pour contrecarrer les effets négatifs des discriminations et des stéréotypes, il est essentiel de communiquer. Pour cela, on peut utiliser la méthode DESC, D-E-S-C. Cependant, les parties impliquées doivent être dans le non-jugement. Le D correspond à décrire la situation de façon factuelle et la plus concise possible. Le E correspond à l'expression des sentiments, du ressenti. C'est là que le non-jugement est essentiel, car on ne peut pas juger les émotions de quelqu'un. Le S correspond à la solution qui sera trouvée par toutes les parties impliquées, comme ça, on sera sûr qu'elle correspond à tout le monde. Enfin, le C correspond aux conséquences positives de la solution. Qu'est-ce que chaque partie va tirer de cette solution ? Voici donc maintenant la partie sur les conflits. Conflit vient du latin conflictus qui signifie choc, c'est-à-dire la rencontre de sentiments ou d'intérêts qui s'opposent. Dans le milieu de l'entreprise, un conflit est souvent synonyme de ralentissement de la croissance. Qu'il soit entre les salariés ou bien entre la direction et le personnel, un conflit impacte la vie de l'entreprise. On dit également que les conflits peuvent amener des conclusions positives grâce à des concessions, des compromis. Exemple, les mouvements sociaux de mai 68. Enfin, pour être un bon manager, il faut savoir anticiper ces situations de conflit, c'est-à-dire mettre en place des outils, des situations, des méthodes pour éviter qu'on débouche sur une situation de conflit.
La métacommunication est un terme introduit en 1935 par le psychologue américain Gregory Bateson. Si on prend l'étymologie du mot métacommunication, méta signifie se placer au-dessus de. Donc en fait, on va se placer au-dessus de l'échange en lui-même et on va se mettre à la place de l'autre. On va rentrer dans son cadre de référence pour le comprendre et en créer un commun. La métacommunication est un terme inconnu et complexe. Pourtant, chacun d'entre nous l'utilise sans s'en rendre compte. Par exemple, dès qu'on va reformuler la phrase de notre interlocuteur pour s'assurer d'avoir bien compris, on va prendre la phrase selon ses propres préjugés à lui, ses propres références, et on va la réadapter avec notre cadre de référence qui nous est propre. La communication non violente, ou CNV, est définie par Marshall Rosenberg comme une technique de communication basée sur une approche spirituelle. Donc ça nous fait penser en premier abord comme ça à un courant de pensée pacifiste, un peu à l'image de Gandhi pour la résolution de conflits d'une manière non violente. En fait, c'est basé sur la communication sans volonté de nuire à l'autre personne. Il semble que la CNV soit une manière implicite de s'exprimer. Par exemple, un manager qui n'est pas satisfait de la productivité de son employé ne dira pas « tu travailles mal », qui est un jugement de valeur et qui peut être perçu comme très violent, donc engendrer une perte de motivation, mais plutôt le projet a pris du retard. L'employé comprendra qu'il faut qu'il augmente son taux de productivité sur ce projet pour rattraper ce retard et donc se remettre en question sans avoir perdu de motivation liée à une communication violente. Dans le dictionnaire, l'empathie est définie comme la faculté de se mettre à la place de l'autre pour percevoir ce qu'il ressent. Mais c'est un terme qui est souvent confondu avec le terme de sympathie. Elisabeth Pachery, directrice de recherche au CNRS, donne 3 degrés d'empathie. Il y a tout d'abord la compréhension du type d'émotion, où là, on va s'attacher au non-verbal. On va étudier la façon de parler, la tonalité qui est utilisée, si la voix tremble ou non. On va vraiment reconnaître l'émotion que ressent l'autre. Il y a ensuite l'objet de l'émotion, où là, on va plus étudier le comportement de l'autre pour reconnaître son émotion et émettre des hypothèses sur les raisons de cette émotion. Il y a pour finir la compréhension des émotions et de leurs raisons. C'est la forme la plus élaborée d'empathie. On va appréhender la nature de l'émotion et l'interpréter d'un point de vue émotionnel. Une personne empathique va comprendre la détresse de l'autre, mais ne va pas la partager. Quand on parle de médiation, vous allez retrouver 3 types de personnes. Le médian qui va venir aider les personnes à résoudre un problème et aussi les aider à comprendre, et 2 personnes qui sont au conflit. On retrouve différents types de médiation que l'on va pouvoir mettre en place par la suite en fonction de ce qui va correspondre le mieux aux personnes. Vous allez avoir le miroir, l'insynthèse, la reformulation et l'écoute active avec les questions ouvertes.